Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition au sommaire. Le président de la République a effectué hier une visite officielle en Guinée-Bissau. Les deux chefs d'État ont exprimé leur convergence de vues sur le renforcement de la coopération. D'ailleurs, une commission mixte va se tenir très prochainement entre les deux pays. Au Sénégal, dans toutes les entreprises, les agents ont célébré la fête du travail ce 1er mai. Et dans un message fort, le ministre du Travail a prôné un climat social apaisé sous-tendu par une politique d'emploi des jeunes. C'est un constat amer à Dakar. L'entretien des espaces verts demeure un vrai problème. La vie de ce flair d'ornement et plantes dure le ton d'une rose. Le comportement du public aussi s'ajoute à ce décor triste. Après une visite d'amitié et de travail de quelques heures à Bissau, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, est rentré dans l'après-midi, a regagné Dakar dans l'après-midi. Cette visite qui fait suite à celle de Nouakchott et Banjul entre dans le cadre du renforcement des relations de bon voisinage entre le Sénégal et ces pays. Je vous le disais donc, le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye et son homologue Umaru Sissoco Embalo, déterminés à œuvrer au renforcement des relations entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Les deux chefs d'État ont eu un entretien mardi à l'occasion de la visite d'amitié et de travail que le président de la République a effectué à Bissau. Un séjour marqué par un accueil populaire sur place en envoyés spéciaux. Mamadou Belem et Oumar Nienga. Bissau, une autre priorité dans la dynamique de consolidation des relations de bon voisinage. Après Nouakchott et Banjul, le président Bassirou Diomaye Faye est accueilli dans la même atmosphère chaleureuse dans la capitale bissau-guinéenne par son homologue, le président Umaru Sissoco Embalo. Les honneurs et mots de bienvenue traduisent l'enthousiasme d'un peuple avec lequel le Sénégal entretient des liens historiques de bon voisinage et de brassage socio-culturel. La démarche du président Bassirou Diomaye Faye est donc salutaire pour un chef d'État qui vient d'accéder au pouvoir. Comme ceux de Nouakchott et Banjul, les Sénégalais se sont mobilisés avec leurs frères bissau-guinéens pour accueillir le président de la République. La Guinée-Bissau occupe donc une place de choix dans les relations diplomatiques du Sénégal avec ses voisins. C'est ce que le président Bassirou Diomaye Faye met en relief dans ce déplacement. L'entretien qu'il a eu au Palais de la République avec son homologue Umaru Sissoco Embalo a permis d'échanger longuement sur les relations profondes de coopération entre les deux pays. Sénégal, il n'est pas à côté de la Guinée-Bissau, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le Senghor. Avant de l'indépendance, nos cadres étaient formés là-bas. Ça montre que nos histoires viennent de loin. Et rien ne peut nous séparer. Et notre génération, les choses que j'avais commencé avec notre frère, président Macky, que Diouf avait commencé avec Nino, Senghor avait commencé avec Louis Cabral, président Wade avait commencé avec le Kumbayala, nous, on va le faire. Et celles qui viendront après nous aussi, ils vont voir que le train est là, ils vont juste monter pour continuer la même chose.
De mon côté, je ferai tout pour qu'on puisse continuer dans la même dynamique. Et je vous dis ça devant la presse, que j'accepte votre invitation pour venir au Sénégal. Pour aller au Sénégal, je n'ai même pas besoin d'invitation. C'est juste de vous informer, tel jour je viens. Mais c'est avec plaisir que j'ai pris cette invitation. Merci mon cher Diomaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président Balo. Je commencerai par là où vous avez terminé en disant « Venez quand vous voulez, et venez comme vous voulez aussi ». Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui m'ont été réservés ici, à moi et à ma délégation. Je vous l'ai dit tantôt, et vous l'avez confirmé, quand c'est vous qui venez à Dakar, vous quittez chez vous, vous allez chez vous. Quand je quitte Dakar aussi, je quitte Dakar pour aller chez moi. Parce qu'en Guinée-Bissau, le citoyen sénégalais se sent forcément chez lui. Entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, tout nous lie. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est l'histoire, c'est la parenté, c'est la géographie, c'est l'amitié et c'est la coopération. Nous avons, par l'histoire, eu l'intelligence, à travers les différents présidents qui nous ont précédés aux fonctions que nous occupons aujourd'hui, pu faire de la géographie un avantage, une fraternité que nous entretenons et que nous réussissons à transmettre parce que nous l'avons reçue intacte et nous devons la transmettre intacte, mais toujours plus approfondie, mieux affinée. Et je vous dis ici, Président Balo, ma détermination à œuvrer avec vous au renforcement de ces liens historiques parce que c'est nécessaire. De la sécurité à la culture en passant par le très stratégique secteur de la pêche, Dakar et Bissau ne cessent de consolider leurs liens historiques très forts. Des relations encadrées par de multiples accords signés entre les deux pays. Les deux chefs d'État exhortent les secteurs privés des deux pays à travailler ensemble pour augmenter le volume des investissements. Dans la même dynamique, la coopération mixte va se réunir prochainement. Nous écoutons le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye. Ces liens sont non seulement historiques, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous en avons fait à travers nos devanciers des liens privilégiés. Nous en avons fait des liens privilégiés, d'autant plus que nous avons réussi à les développer dans plusieurs secteurs, qu'il s'agisse de la défense, de la sécurité, de la formation. Et le Sénégal est tout à fait disposé, comme il l'a fait par le passé, à accueillir des étudiants bissau-guinéens ou même des fonctionnaires dans le cadre de la formation continue pour le renforcement de capacités de vos élites. Parce que le rayonnement de la Guinée-Bissau entraîne forcément le rayonnement du Sénégal. Les deux pays peuvent faire plus et doivent faire plus, car nous ne devons pas aller chercher ailleurs ce que nous pouvons trouver dans nos deux pays respectifs. Si la Guinée-Bissau va chercher quelque chose plus loin qu'à côté, ça doit être quelque chose qui n'est pas disponible au Sénégal et vice-versa. Voilà pourquoi je voudrais inviter les secteurs privés des deux pays à mutualiser les efforts et les ressources pour saisir les opportunités d'augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements privés. C'est une question, à mon avis, d'intelligence économique naturelle. Nous en avons parlé tout à l'heure, Président Balo. La grande commission mixte qui permet à travers l'Agence de gestion de la coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau de suivre et de renforcer l'intensité de notre coopération bilatérale doit être convoquée et nous avons convenu de la convoquer dans les meilleurs délais. Voilà, c'était à l'instant même le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye. Voilà, c'était donc la visite officielle du chef de l'État en Guinée-Bissau hier.
Toujours dans la même veine, à Ziguinchor, les pêcheurs de Cap Skirring attendent beaucoup de la visite du président de la République en Guinée-Bissau. Ils sont souvent arrêtés et leur pirogue arraisonnée donc par les gardes-côtes. Ces pêcheurs fréquentent beaucoup les eaux bissau-guinéennes, réputées très poissonneuses. Abdoulaye Sinkare, RTS 4 à Casamance. Avant que le soleil ne soit au zénith, les dernières pirogues de la matinée débarquent sur le quai. La pêche ici structure la vie de milliers d'hommes et de femmes venus de partout. Cap Skirring moom wax dëgg yàlla ni mu meloon ak léegi ni mu mel moom bokkatul parce que lu bare changé na ci. Moi, j'ai passé 23 ans ici, mais la pêche a beaucoup changé. Il n'y a plus de poissons et les bateaux en sont pour beaucoup. ci la gënoon a jege mais li ñu gën a indil problème mooy suñu diggante ak bateau yi moo dem ba tax na napp googu lu ci bare sooxee na fi. Tantôt ça marche, tantôt les choses sont monotones. C'est comme ça que d'ailleurs le secteur est conçu. Mais nous savons nettement qu'actuellement, au niveau national, de Saint-Louis jusqu'ici, on voit chaque année un nombre exorbitant des pirogues qui descendent ici au Cap Skirring. C'est parce que l'activité marche un peu plus, marche de manière un peu plus importante que dans les autres sites. Avec ses près de 1000 embarcations et plus de 10 000 acteurs, le Cap Skirring est l'une des plus grandes zones de pêche du pays. Toute une économie qui n'est pas sans problème. État bi dafa doon subventionné pêcheurs yi mool yi. L'État subventionne les moteurs à hauteur de 1 million de francs l'unité. Mais même avec plusieurs pirogues, on ne peut avoir qu'un seul moteur. C'est difficile. Nous voulons qu'on nous subventionne autant de moteurs que de pirogues. Nous n'avons pas un quai de pêche digne de son nom. Il n'y a pas de chambre froide. Quand il y a une forte production, il y a problème. Le quai de pêche du Cap est à quelques encablures des eaux bissau-guinéennes. Les incursions de pêcheurs sénégalais en territoire voisin réputé plus poissonneux sont presque quotidiennes. Actuellement, nii may wax ak yow rek am nañu suñu gaal yu nga xam tey jii dañ leen jàpp ñu ngi foofu waaw ci problème mu licence bi yu demee naka noonu te en même temps suñu géej gi foofu. Au moment où je parle, nous avons des pirogues arraisonnées là-bas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de balises. Donc tout le monde ne peut pas savoir où s'arrêtent les eaux sénégalaises. dana indi ay firnde yu leer bay saa yoo fa yeggee di nga xam ni fii mooy frontière bi bu ko defee boo duggee da nga xam ne yaa ngi ci zone jaamu. Chaque semaine, des pirogues sont arraisonnées par les gardes-côtes bissau-guinéens. Pour les pêcheurs sénégalais, la licence seulement ne suffit pas. Il faut être en règle par rapport au type de filet utilisé. Les Bissau-Guinéens interdisent les filets en plastique. C'est pourquoi ils nous arrêtent. Licence 2005-2006 ba 2010 daal leen doon dagg licence mais booba filet bi ñu doon nappe ak. Entre 2005 et 2010, il n'y avait pas de problème car nos filets étaient autorisés là-bas. Comme ils ont arrêté d'utiliser ces filets et qu'il n'y a pas de balises, c'est très difficile. Si vraiment l'État peut nous appuyer, nous aider à trouver une solution le plus tôt possible, à la fois sur les licences et sur la gestion de la garde-côte bissau-guinéenne, ça va beaucoup arranger. Parce qu'il y a des meurtres par balles réelles, il y a des arraisonnements, il y a des emprisonnements, il y a des rapatriements des soldats bissau-guinéens au Sénégal. La situation est là, mais on espère parce qu'on a l'écho que le président doit aller à Bissau. On espère qu'il arrondit les angles par rapport à ce problème phare de la frontière. Avec une moyenne de 2000 tonnes le mois en pleine campagne, le Cap Skirring ravitaille beaucoup de zones du pays. La plus grande ambition des acteurs, c'est d'y ériger un quai de pêche moderne avec toutes les commodités.
Ce 1er mai, c'est la journée internationale du travail. Au Sénégal, c'est au campement Nguerhor que l'Association des ouvriers du Sénégal a tenu sa première journée, donc du 1er mai. Et également l'occasion pour une mobilisation afin de revenir de fond en comble sur les difficultés de leur secteur à Ramatanem. Les ouvriers, collègues et familles se sont retrouvés pour donner de leur sang afin de répondre à une préoccupation majeure, celle du manque de sang dans les banques dédiées. Ce qui est difficile à admettre pour les ouvriers qui vivent sur leur lieu de travail des accidents parfois tragiques. C'est bien, ils pouvaient faire leur défilé, ils pouvaient donner leur cahier de doléances, mais ils se sont rendus compte qu'à ce niveau, il y a un problème. Quel niveau? C'est le niveau de la disponibilité des produits sanguins, c'est la disponibilité du sang. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de problèmes. Dans les banques de sang, il n'y a pas de sang. Donc faire une activité de don de sang est une activité noble, c'est une activité qui est utile pour la société. Une action en ce 1er mai qui pourrait même aider à la prévention pour une meilleure prise en charge de leur santé. Et il y a beaucoup d'avantages en donnant du sang. En donnant du sang, ça permet que l'on sache si vous êtes malade ou pas. Je ne veux pas que les gens disent « on va détecter ma maladie ». Je vais vous dire une chose, quand une maladie est détectée alors que tu ne sens rien, il y a plus de chances que cette maladie soit guérie. En faisant un don de sang, vous connaissez votre groupe sanguin. Un jour, quand vous avez besoin de sang, vous n'aurez pas toute cette étape à faire pour qu'on sache de quel groupe il fait partie, qui fait perdre du temps, alors qu'en un moment, vous n'avez pas besoin de perdre du temps. Les gens ont besoin d'aller vite. L'une des préoccupations des ouvriers, c'est qu'ils puissent jouir de leurs droits, car ils évoluent et travaillent souvent dans l'informel. Les ouvriers, il n'y a rien de formel. Au Sénégal, c'est là où on peut voir, tu prends un ouvrier, tu le fais travailler pendant 3 mois, vous lui devez 3 mois de salaire, un jour vous l'arrêtez, il n'a aucun moyen de faire quoi que ce soit. Il me doit 3 mois de salaire et aujourd'hui, je n'ai aucune base légale qui me permette d'aller vers le tribunal, d'aller vers le juge pour rentrer dans mes fonds. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est une chose que l'on doit revoir. C'est un secteur que l'on doit régulariser. C'est un secteur où la loi doit exister. Pour ce 1er mai, les ouvriers ont vécu une matinée riche d'enseignements et qui a permis également de se réunir autour de l'essentiel, à savoir s'unir et voir ensemble des stratégies pour valoriser leur métier. Voilà, donc c'était tout à l'heure à Nguerhor avec l'Association des ouvriers du Sénégal. Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions lance son message pour l'emploi des jeunes et un climat social apaisé. Voici Yanko Badjem. Du point de vue de la loi, le salaire est la contrepartie du travail. Il n'y a d'autre choix que de le payer. Et c'est l'occasion de rappeler que tout employeur a le devoir d'exiger du travailleur sa force de travail, sa productivité, mais en retour, la question du paiement de salaire est une question, un point sacré qu'il doit falloir honorer. Un message à l'endroit des centrales syndicales, c'est de leur dire, oui, nous sommes dans un contexte très tendu. Nous avons trouvé le pays dans une situation où nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je leur dis que la bonne nouvelle, en toute humilité, c'est qu'ils ont des pairs, avec tout le respect que je dois aux plus hautes autorités, ils ont des pairs à la tête du pays, qui comprennent ce que c'est qu'être un mouvement, un homme qui se bat pour les libertés syndicales, qui ont fait le syndicalisme dans des contextes extrêmement difficiles et compliqués. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle que je peux dire à la jeunesse, oui, nous n'avons même pas un mois sur un quinquennat. Quand je dis nous, je m'en réfère au président de la République et au Premier ministre. Mais je sais qu'ils ne doutent pas. Madame la ministre de la Jeunesse me permettra de dire ce message à l'endroit de la jeunesse pour leur dire que je n'ai jamais eu une séance de travail avec le Premier ministre ou le président de la République où la question de la jeunesse n'a pas été mise au centre de leurs préoccupations. Aujourd'hui, la jeunesse est très informée. On ne peut rien cacher à la jeunesse, mais vous avez des jeunes à la tête du pays et qui ont vécu ce que vous êtes en train de vivre, voire même le pire. C'est la raison pour laquelle, en toute sincérité, je ne peux pas détailler, mais les autorités sont sur vous. Nous avons compris
que vous avez vécu des choses difficiles, mais les autorités sont sur ce qu'il faut pour que vous ayez le Sénégal de vos rêves. Voilà, Yankhob Djemé, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Le Sénégal était l'invité de la conférence sur les technologies spatiales en Eurasie centrale. L'Agence sénégalaise d'études spatiales y a pris part. La délégation dirigée par Maram Kairé a eu de nombreux échanges avec des participants et les perspectives sont belles. Compte rendu à la Tierno Travin. À la conférence sur les technologies spatiales en Eurasie centrale, le Sénégal est à l'honneur. Il est le seul pays africain invité à cet événement. L'Agence sénégalaise d'études spatiales, ACES, conduite par son directeur général Maram Kairé, a porté la voix. Le thème, l'avenir du secteur spatial mondial et la coordination des activités spatiales internationales. Il a présenté la vision et la feuille de route de l'ACES. Ce panel a vu la participation du représentant de l'Union internationale de télécommunications, les responsables de l'Agence spatiale de la Turquie, du Bahreïn et le représentant du Conseil de recherche scientifique et technologique de Turquie. L'ACES et l'Agence spatiale turque ont par ailleurs signé un mémorandum d'entente en présence du vice-ministre de l'Industrie et des technologies de la République de Turquie. Ce dernier s'est engagé à accompagner l'Agence sénégalaise pour la réalisation de sa feuille de route. La délégation sénégalaise a déclaré vouloir accueillir à Dakar et pour la première fois en terre africaine l'édition Technofest 2025-2026 organisée chaque année à Ankara par la Turquie. La délégation sénégalaise a aussi rencontré les délégations japonaises, singapouriennes et des Émirats arabes unis qui ont souhaité signer un accord de partenariat avec l'agence sénégalaise. Les échanges ont été fructueux et les perspectives de collaboration multiples. Le directeur général de l'Agence sénégalaise des études spatiales et sa délégation ont également rendu une visite de courtoisie à l'ambassadeur du Sénégal en Turquie, son Excellence Cheikh Gueye, à qui ils ont rendu compte des principales conclusions de la conférence et ont sollicité son appui pour le suivi et la mise en œuvre efficace des différentes actions prévues dans le cadre de l'accord signé avec l'Agence spatiale turque. Voilà, et dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans ce journal. Et nous reparlons de la 83e édition du Dakar de Médina Gounass. Focus ce matin sur les foyers d'éducation coranique qui consiste à allumer le feu pour pouvoir lire le Coran toute la nuit. Malgré la multiplication des écoles coraniques modernes dans la région de Kolda, vous allez voir que presque tous les talibés du Khalif et ceux qui viennent même de la sous-région, c'est-à-dire de la Gambie, des deux Guinées et du Mali, apprennent le Coran à travers ce mode d'apprentissage très populaire. Tidiane Sissé. La nuit vient de tomber sur Médina Gounass. Les talibés de Tierno Baba Gallé prennent leur tablette coranique pour se mettre autour du foyer. C'est parti pour 3 heures de répétition des versets coraniques qu'ils ont appris le matin. Tous les jours, c'est comme ça. Si c'est le matin, nous commençons à 5 heures du matin, on marque une pause à 10 heures, on reprend à 14 heures jusqu'à 17 heures. Et la nuit, après juste la prière du crépuscule, on allume le feu pour aller jusqu'à 22 heures. À l'exception des jeudis, des vendredis et des jours de fête, ces talibés sont appelés à ne manquer aucune séance de relecture, car en plus de la maîtrise du Saint-Coran, c'est leur éducation toute entière qui se forge autour de ce feu. Ces foyers sont très importants. En plus de la lecture du Coran, ils permettent de donner une bonne éducation aux enfants. En général, quand on termine ici, on a souvent un esprit ouvert et on est humble. Au total, il y a 260 garçons et 123 filles.
Ils viennent à tour de rôle matin, midi et soir. Ce mode d'apprentissage du Coran est très répandu à Médina Gounass. Le khalife général de la cité religieuse a créé plus de 200 foyers comme celui-ci, rien que dans la commune de Médina Gounass, pour permettre aux enfants et aux talibés d'apprendre le Coran et les sunnas. Ces talibés viennent de plusieurs pays, de la Gambie, de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso. Ils sont tous des talibés du khalife. C'est lui qui m'a fait venir pour que je puisse leur apprendre le Coran. Pour les autorités religieuses de Médina Gounass, ces foyers constituent également un moyen d'enraciner les jeunes dans les valeurs de l'islam et de la Tidjaniya en particulier. Voilà, merci Tidjane Sissé pour les échos donc, du Dakar de Médina Gounass. Comment maintenir un cadre de vie à Dakar avec des espaces verts? La question se pose avec acuité sur plusieurs axes de la capitale. Une bonne partie de ces plantes qui décorent ces lieux vit le temps donc d'une rose. Le manque d'entretien et surtout le comportement du public pose un véritable problème. Le constat est fait par Damsila. La verdure qui jalonne le long de certains boulevards, rues et avenues de Dakar charme le regard. Des cocotiers et autres arbres animent le décor de plusieurs axes de la capitale. Malheureusement, leur durée de vie est éphémère. Faute d'entretien, certaines plantes commencent à perdre leurs feuilles avant de disparaître du paysage au bout de quelques semaines. Tout au début, les arbres étaient viables, on les arrosait quotidiennement, mais là on note vraiment que ces arbres ne sont plus viables par défaut d'être arrosés. Et vraiment, c'est une occasion d'appeler les autorités de veiller à ces arbres pour qu'on puisse effectivement avoir un beau cadre de vie. Pourtant, des millions de francs CFA sont déboursés pour l'acquisition de ces plantes, mais la rigueur dans l'entretien n'en suit pas. Souvent, ce sont des camions citernes qui assurent l'arrosage avec une fréquence en dents de scie. Je propose qu'on installe des robinets dans les espaces verts. C'est pour un bon entretien des plantes. Des citernes se déplacent difficilement dans les embouteillages. Ça permet que nous rosser, quoi. Pour beaucoup, le mode d'arrosage est archaïque. Avec le développement technologique, un système plus adéquat doit être utilisé. On peut implanter au niveau des plantations un système d'arrosage direct. Maintenant, il y aura une équipe au niveau de la mairie ou bien de la collectivité locale qui prendra ça en charge. Il y aura une équipe spécifique, comme UCG prend en charge pour le balayage des rues. On pourrait aussi créer au niveau des mairies des équipes qui vont prendre en charge les arrosages et pour aussi l'entretien et la maintenance. Les autorités municipales et les associations de jeunes sont aussi interpellées par les populations pour jouer leur partition dans l'entretien des biens publics. Nous avons beaucoup d'ASC. À l'époque, les ASC se portaient volontairement pour entretenir les édifices publics. Je pense que rien n'a changé sous les cieux. Il faudrait que nos associations de jeunes, les associations sportives et culturelles, les associations riveraines puissent s'activer autour de ces édifices publics, aider un peu à l'arrosage des plantes, aider un peu les municipalités à vraiment entretenir ces édifices. Un cadre de vie charmant et attrayant a obligatoirement besoin de zones de verdure bien entretenues et ceux qui s'en occupent doivent savoir que planter c'est bon, mais entretenir c'est encore mieux. Tout à fait autre chose. Il est bel et bien possible de cultiver du blé au Sénégal. Confirmation à Matam, où deux producteurs ont montré par l'exemple que ceux qui pensaient que c'était utopique avaient tort. Un ancien émigré, appuyé par des partenaires, a fait une bonne production en l'espace de 90 jours, dépassant même les records. Ibrahima Pabidjedjo. Les idées pessimistes n'ont pas pu les décourager. Ces deux producteurs avaient cru profondément que le blé peut bel et bien être cultivé à Matam et se sont engagés à relever ce défi. En l'espace de 3 mois, le résultat est impressionnant. Mieux, les prévisions sont même dépassées. Là, j'ai commencé avec 1 hectare. On nous a annoncé
si ça marche, on pouvait avoir jusqu'à 5 tonnes et, par l'hectare. Et là, les prélèvements que j'ai faits, sur le premier carré qu'on a fait, ça nous a donné 6 tonnes. Donc, vous voyez, donc ça, c'est très, très important. Abouba, lui, n'a pas encore fini sa récolte, mais visiblement, le rendement attendu est assuré. Ce que je viens de voir, je peux avoir jusqu'à 5 tonnes à l'hectare. Je ne connais pas trop le blé, mais ce que j'ai pu constater quand même, cette qualité vraiment est adaptée et c'est une bonne qualité. Oui. Matam, donc, nous avons les terres disponibles qui sont aptes à produire du blé. Nous avons de l'eau. Donc le reste, c'est avoir un appui nécessaire. C'est dans leur périmètre respectif de Soringo et de Bou, distant d'environ 10 km, que chacun a pu exercer l'activité. Des difficultés, ils en ont connu. Il y a eu beaucoup de dépenses. Bon, on a eu aussi des problèmes pour le désherbage, parce qu'il n'y a pas de produits phyto pour le désherbage. Le blé n'aime pas beaucoup d'eau, parce que si tu inondes la parcelle plus qu'une journée, tu te risques de te retrouver avec les plantes vont mourir. Comme vous le constatez, il y a des espaces là, il y avait beaucoup de blé, mais avec la stagnation de l'eau, bon, j'ai perdu ces plantes-là. La SED nous appuie tout ce qui est technique. Donc la SDDR aussi, à travers le ministre de l'Agriculture. Je connaissais le blé il y a plus de 40 ans. En France. Parce que là où ils habitaient, on était entouré par des champs de blé, de maïs, de betteraves. Voilà. Et donc je connaissais le blé en tant que céréale. Mais au Sénégal ou en Afrique, on n'exploite pas le blé. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait le faire, parce qu'on devait le faire 40 ans en avant. Et ce retard-là, c'est à nous de montrer ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. J'ai vu qu'on cultivait le blé dans le désert. Et pourquoi pas Matam? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Voilà. Ça prouve qu'on peut faire le blé et avoir des très bons résultats, et avoir des très bonnes qualités de blé. Voilà. La phase test étant un succès, les ambitions du vieux Konaté et Abouba sont devenues grandes. Ces paysans souhaitent augmenter leur production, mais cela nécessite un soutien de taille. Les motopompes qu'on a, c'est des vieilles motopompes. Donc, à chaque 2 jours, 3 jours, il faut avoir un mécanicien pour pouvoir allumer ces motopompes. Problème d'eau, oui, pour l'irrigation. Donc, la disponibilité aussi des intrants. Si on arrivait à nous faire de la solarisation sur nos motopompes, vraiment, on allait travailler sans problème. Et puis, on pouvait aussi ravitailler toute la région de Matam et pourquoi pas tout le Sénégal. On a besoin de notre propre indépendance pour qu'on ne se dépend pas des autres. On ne peut pas faire des hectares avec le main-d'œuvre à la main. Donc on a besoin de matériel, on a besoin de tracteurs. Si ça tenait qu'à moi, c'est plusieurs centaines d'hectares que je ferais en blé. Si j'ai les moyens, je vais exploiter le blé plusieurs fois par an. C'est-à-dire minimum 2 fois ou 3 fois par an. Parce qu'on a la possibilité de produire le blé 3 fois par an. Ces essais entrent dans le cadre du programme spécial blé lancé par le ministère de l'Agriculture. À Matam, cette première phase a été une réussite. La région compte démultiplier ce modèle avec les moyens conséquents pour atteindre les objectifs en termes de souveraineté alimentaire. Voilà, vous avez bel et bien vu qu'il est possible de cultiver du blé au Sénégal. L'exemple est donné par les producteurs de Matam qui ont même dépassé toutes les prévisions. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour la partie Wolof.
la RTS1 poursuit son ancrage universel. La télévision nationale du Sénégal